C'est un dernier mois chargé dans l'actualité du tennis français que nous venons de vivre avec la nomination des nouveaux capitaines de Coupe Davis et de Fed Cup. Nous en parlerons bien évidemment, comme nous parlerons aussi de la saison sur gazon. Nous reviendrons sur les championnats de France des 11-12 ans et des 13-14 ans qui se sont déroulés en région parisienne. Nous sommes allés à la rencontre de nos futurs leaders du tennis tricolore. Et puis en exclusivité pour Tennis l'émission, Jo-Wilfried Tsonga nous a ouvert les portes de son domicile. Il a accordé un entretien exclusif à Frédéric Verdier. Tennis l'émission numéro 6, votre rendez-vous 100% tennis, c'est parti. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver. Frédéric Verdier m'a laissé son fauteuil le temps d'une émission, mais rassurez-vous, vous le retrouverez pour la rentrée. D'ici là, beaucoup de choses au programme aujourd'hui. Et pour parler de tout cela, il nous fallait une experte au cœur du tennis tricolore. Je veux parler bien entendu d'Émilie Loy, notre rayon de soleil. Bonjour Émilie. Bonjour Comment Olivier. allez-vous ? Très très bien, bientôt les vacances en pleine forme. Parfait alors. Et puis, ce n'est pas un, mais deux invités que nous recevons aujourd'hui. C'est l'été et on avait envie de recevoir deux sportifs dont la discipline Fleurbon, les vacances et le sable chaud. Je vous présente Théo Irigaray et Mathilde Hoareau. Vous venez de Bordeaux et de La Réunion. Vous êtes respectivement 24e et 13e mondiaux d'une discipline qui est dominée, archi-dominée même par les Italiens. Je veux parler de beach tennis. Et vous revenez des championnats d'Europe où Théo, vous êtes sur le toit de l'Europe désormais. Vous avez été sacré champion d'Europe le même jour que l'équipe de France de football, sacrée championne du monde. Bravo, parce que vous avez battu en finale et tout au long de la compétition des équipes très très fortes. On en reparlera tout à l'heure. Mathilde, malheureusement, vous avez échoué au pied du podium, battu sur la petite finale. Vous avez échoué pour la médaille de bronze. En tout cas, bravo à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. On reparlera tout à l'heure de beach tennis. Mais avant cela, Théo, Mathilde et Émilie, ça je le sais, est-ce que vous suivez l'actualité du tennis et notamment Coupe Davis, Fed Cup, tout ce qui se passe du côté de la France ? Effectivement, on est très sensible aux résultats des Français. Tous les deux, on vient du tennis. Donc effectivement, c'est une actualité qu'on suit, qu'on essaye de supporter au mieux les Français dans leurs événements. Donc ça ne vous a pas échappé, les équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup ont de nouveaux capitaines à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis. C'est Amélie Mauresmo qui va prendre les rênes de la France, une première dans le tennis tricolore, mais pas dans le tennis mondial, puisqu'on se souvient que Gala León Garcia avait été nommé capitaine chez les Espagnols. Ce ne sera pas un passage de témoin facile quand même pour Amélie Mauresmo, pour passer derrière Yannick Noah. Ça vous inspire quoi d'avoir une telle personnalité, Mathilde et Théo, à la tête du tennis français ? Effectivement, ce n'est pas novateur comme vous l'avez dit, mais c'est quelque chose qui est très intéressant d'avoir proposé Amélie Mauresmo à la tête d'une équipe masculine et puis Julien Benneteau à l'équipe d'une équipe féminine. Je trouve encore ça novateur et encore une fois, la compétence parle. Donc, on va écouter d'ailleurs Amélie Mauresmo, fière de cette nomination à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis. C'est un honneur et je crois que ça fait plaisir aussi de voir que les portes s'ouvrent tranquillement. Les portes s'ouvrent pas juste pour mettre une femme à la tête d'une équipe d'hommes. C'est aussi, je pense que j'ai des choses à leur apporter et puis j'ai les expériences positives dans le passé. Émilie, le tennis masculin, Amélie, elle connaît bien parce que finalement elle avait été le coach d'Andy Murray, donc elle ne va pas débarquer dans un milieu complètement inconnu. Non, c'est vrai qu'elle s'est fait une belle expérience avec Andy Murray. Elle a son passé qui parle en sa faveur. C'est une joueuse qui a gagné. Je pense que c'était important aussi de mettre quelqu'un à la tête de cette équipe qui a gagné, qui a été numéro 1 mondial en simple, qui a gagné un titre en Fed Cup. Ok, Amélie, bien évidemment, est une femme, mais elle est complètement légitime à ce poste de par sa carrière, par ses compétences. Donc j'espère qu'on va enlever très rapidement le côté quand même féminin pour une équipe d'hommes. Et en tout cas, elle a vraiment tous les atouts pour réussir avec cette équipe. Ça va être marrant, justement. C'était la personnalité qu'il fallait pour succéder à Yannick ? C'est une personnalité qui, effectivement, est complètement différente de celle de Yannick Noah. Yannick Noah est resté sur une victoire l'année dernière. Ils sont encore en course cette année. Donc, c'est vrai que le passage de témoin
va être, on va dire, assez simple, puisque quelque part, c'est un groupe qui est quand même, voilà, qui se connaît bien, qui est assez construit. Il y a peu de jeunes qui vont arriver dans cette équipe. Donc, elle arrive quelque part avec une équipe assez rodée. Contrairement au fil, elle a vraiment beaucoup de densité. Donc, elle aura des choix à faire. Forcément, quand on fait un choix, ça implique certains renoncements. Donc, ça va être intéressant justement de voir comment elle va constituer cette équipe avec l'ancienne génération, une génération qui est un petit peu vieillissante, et la nouvelle avec Lucas Pouille et d'autres, j'espère. L'ancienne génération, c'est Jo-Wilfried Tsonga. Jo-Wilfried Tsonga, d'ailleurs, ça ne le laisse pas insensible, cette nomination d'Amélie Mauresmo. Écoutez plutôt. Je crois qu'elle a une belle histoire. Voilà, l'histoire d'une fille qui a joué au tennis, qui a dû se battre pour aller chercher quelque chose de grand, et puis elle l'a fait. Donc je pense que pour tous les joueurs de l'équipe, je pense que ça peut être qu'un atout et la possibilité d'apprendre des choses de quelqu'un qui a vécu, et c'est important. Jo-Wilfried Tsonga, qu'on retrouvera tout à l'heure dans un entretien exclusif accordé à Frédéric Verdier. Théo, une réaction sur ce qu'on vient d'entendre, l'analyse de Jo-Wilfried Tsonga sur cette nomination d'Amélie Mauresmo? Oui, je pense que ça a dû choquer pas mal de monde de voir, comme on dit, une femme à la tête d'une équipe de France masculine. Et comme on a pu le voir, ça va être que du positif pour cette équipe-là. Et je pense qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur l'expérience qu'elle a eue dans le tennis mondial et en Fed Cup. Allez, la Fed Cup, justement, on y vient avec là aussi la nomination d'un nouveau capitaine pour succéder là aussi à Yannick Noah. Il s'agit de Julien Benneteau. Émilie, d'ici le mois de février prochain, parce que l'équipe de France de Fed Cup jouera son premier tour en février prochain. Quel va être le planning en fait de Julien? Il a déjà supervisé, j'imagine, les filles à Wimbledon. Il va y avoir l'US Open, mais ensuite il peut se passer quand même beaucoup de choses. Il peut se passer pas mal de choses, mais déjà à Wimbledon, il a commencé à les superviser, à avoir quelques contacts qu'il avait eu déjà en amont. De toute façon, c'est un travail, même si effectivement on peut considérer que la Coupe Davis et la Fed Cup, c'est 2-3 rendez-vous seulement dans l'année. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un travail qui se fait et qui se construit sur un an entier. Donc là, il doit faire double jeu, entre guillemets, à la fois finir sa carrière de simple de la plus belle des manières qui soit. C'est ce qu'il est d'ailleurs en train de faire, 2 tournois, et ensuite accompagner aussi, regarder les filles. Il a un petit peu plus de temps. Disons qu'il prend une équipe qui est un petit peu différente par rapport à Amélie, parce que je disais tout à l'heure, l'équipe de Coupe Davis, elle n'est pas complètement construite et figée, parce que j'ai dit il y a pas mal de densité. Là, il y a moins de densité chez les filles, donc il aura moins de choix. Et après, il faudra qu'il réussisse à convaincre, notamment Caroline Garcia. Parce que quoi qu'il arrive, elles ne seront jamais aussi fortes, et pour espérer soulever le trophée, il faut que l'équipe soit au complet. Donc c'est un énorme challenge pour lui, et je trouve que c'est une transition qui est remarquable. Il finit sa carrière de façon franchement magnifique, et il enchaîne avec ce projet. Et puis d'ailleurs, ce projet, c'est un projet qui est élargi. Ils sont capitaines chacun des 2 équipes, mais aussi ça va jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc il y a pas mal de travail à faire. On écoute d'ailleurs Julien Benneteau prêt à relever ce nouveau défi. C'est un nouveau défi pour moi qui va commencer dès septembre. Pour être à la tête d'une équipe de France, c'est toujours un privilège. Donc merci à l'ensemble de la fédération, que ce soit le président et son comité exécutif et le DTN évidemment. Émilie, vous pensez qu'il a déjà une petite idée sur son staff, Julien ? Je pense. Je n'ai pas l'impression que après, il va sûrement y avoir quelques petites modifications, peut-être quelques ajustements. D'après ce que je comprends, les staffs sont quand même plutôt appréciés déjà des joueuses. Donc, à mon avis, ça ne va pas bouger non plus énormément. Mais je pense que oui, il a une idée assez claire. Ouais. Allez, on passe au mois des Frenchies désormais. On va parler évidemment gazon avec le tournoi de Wimbledon où 3 garçons, 3 tricolores étaient en 2e semaine. On n'avait plus vu un Français en 8e de finale d'un grand chelem depuis l'été dernier, depuis l'US Open. Là, il y en avait 3 au All England Club avec Adrian Mannarino, finaliste à Antalya. Elle avait magnifiquement préparé ce tournoi de Wimbledon avec cette finale du côté de la Turquie. Et un beau tournoi pour Adrian Mannarino qui s'est incliné avec les honneurs face à Roger Federer. Un beau tournoi également pour Gilles Simon, qui lui aussi était en 2e semaine, battu par un incroyable Juan Martín del Potro. Et puis Gaël Monfils également en 2e semaine, sorti par le futur finaliste Kevin Anderson. Gaël Monfils qui avouait d'ailleurs
eh bien désormais se sentir plutôt à l'aise sur gazon. Écoutez plutôt. Maintenant j'aime le gazon, je me braque plus dessus, c'est une surface qui me plaît, donc j'essaye de produire un bon jeu. Je pense que je suis pas encore à mon pic physique, mais je travaille pour. Chaque jour je pense que je me sens de plus en plus fort. Après pour l'instant j'ai pas de gros pépins, donc c'est cool, mais je pense qu'il me reste encore quelques semaines encore pour reprendre un peu de poids, reprendre un peu de muscle, reprendre un peu plus de vivacité et être beaucoup mieux physiquement encore. Et puis du côté des filles, eh bien Kristina Mladenovic a quitté l'Angleterre rassurée sur son niveau de jeu. Elle s'est inclinée au 3e tour, mais elle a perdu avec les honneurs elle aussi, face à la future finaliste Serena Williams. Une défaite encourageante, somme toute, pour l'avenir pour Kristina Mladenovic. Je voulais vraiment pas figurer, mais aller chercher ce match, gagner. Je savais que c'était Serena en face, mais je voulais continuer dans ce tableau à Wimbledon. Je sais que je me sens bien, que je joue bien. Et aujourd'hui, j'ai absolument pas de regrets. Je sais pas où est-ce que j'aurais pu faire mieux. Je suis triste aujourd'hui parce que je m'arrête entre guillemets qu'au 3e tour. Et que voilà, avec ce tennis-là, je pense que j'aurais pu embêter un peu plus de monde et aller plus loin cette année. Théo, Mathilde, votre regard là, sur ce qu'on vient de voir, sur les Frenchies à Wimbledon et la tournée sur gazon, vous avez un petit peu suivi ? Oui, un petit peu dans la mesure du possible. Mais c'est vrai qu'on peut dans tous les cas être fier de leur parcours parce qu'ils donnent leur maximum dans les conditions du moment. La concurrence est rude. Donc voilà, la compétition, c'est pas facile. Donc on peut être très indulgent et très fier du parcours qu'ils ont pu réaliser. Vous jouez au beach tennis, mais est-ce que vous jouez au tennis ? J'ai joué 10 ans au tennis. Après, j'ai arrêté quand j'ai découvert le beach tennis. Ça m'arrive encore de jouer avec des copains de temps en temps pour changer un peu de l'air du beach tennis. Donc ouais, je suis beaucoup encore le tennis. C'est vrai que de revoir Gaël revenir sur gazon, battre Gasquet au 1er tour et faire de bons matchs derrière, ça fait quand même plaisir de le revoir à ce niveau-là. Bon, ce qui ne nous a pas échappé non plus, c'est le retour aussi en forme de Novak Djokovic, qui est allé chercher ce trophée, victoire en finale face à Kevin Anderson. Mais est-ce que vous savez qui a servi de sparring partner à Novak Djokovic juste avant sa demi-finale d'anthologie face à Rafael Nadal ? Un jeune homme de 17 ans, c'est ça ? Bravo! Oh là là! Ah ben vous suivez bien le tennis, en tout cas, bravo. Vous avez lu les fiches? Vous avez regardé mes fiches? Non, un jeune homme de 17 ans, 4e mondial actuellement chez les juniors. Hugo Gaston, gaucher comme Nadal, pour servir de sparring partner à Novak Djokovic. Quelle belle expérience pour Hugo Gaston. Émilie, au-delà d'Hugo Gaston, au-delà de cette finale, quel est votre regard à vous sur cette quinzaine londonienne? Vous me disiez en préparant l'émission que vous n'aviez rarement assisté à un tournoi du Grand Chelem de cette qualité. Franchement, la fin, j'ai regardé surtout la fin, demi, quart, demi, notamment le Nadal Del Potro a tout juste été incroyable. Le Nadal Djokovic, c'était un niveau de jeu qui était dantesque. Il y avait eu le Federer à la fin là, sur Anderson. Pour moi, ce sont des niveaux de jeu que j'ai rarement vu tout simplement. Alors, de temps en temps, sur les grands chelems, on voit 1 ou 2 matchs où là, tu te dis, mais c'est phénoménal. Et là, il y en a eu plusieurs. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça a été passé un petit peu au second plan parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Alors, ce qui est très bien pour nous, puisqu'on l'a remporté de foot. Mais donc, on l'a un petit peu moins suivi. En tout cas, ça a été un petit peu moins médiatisé. Mais les niveaux de jeu, c'est tout juste exceptionnel. D'ailleurs, j'ai vu quelques Français tweeter joueurs en disant, mais niveau de jeu, et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, mais... Quel pied! Ouais, c'est pour le plaisir des yeux, c'est tout juste incroyable. Et si je reviens un petit peu sur ce que dit Gaël, mon fils, tout à l'heure, il se plaît bien sur la surface maintenant. Avant, parce qu'il avait un blocage, c'était vraiment purement psychologique. Maintenant, comme la surface est quand même bien ralentie, on voit déjà plus d'échanges, il y a plus de jeux. Donc c'est aussi assez logique que ça lui convienne mieux. En bref, sachez que juste avant Wimbledon, les Bleus aussi avaient brillé, toujours sur gazon, avec Richard Gasquet, qui était allé chercher le 15e titre de sa carrière et le 3e sur herbe, 13 ans après le premier. Ça, c'est pour les spécialistes. C'était déjà sur herbe, c'était à Nottingham. Là, cette fois-ci, c'était à 's-Hertogenbosch, aux Pays-Bas. Victoire en finale face à Jérémy Chardy pour aller chercher donc son 15e titre.
Il n'est plus qu'à un petit titre de Jo-Wilfried Tsonga qui lui est à 16 trophées. Jo-Wilfried Tsonga qu'on retrouvera donc, je vous le disais tout à l'heure, en exclusivité tout à l'heure avec Frédéric Verdier. Puis un petit mot aussi des tournois ITF chez les filles, pour vous dire qu'à 21 ans et après avoir gagné le premier match de sa carrière sur le grand circuit, c'était à Roland-Garros, eh bien Fiona Ferro pratique actuellement le meilleur tennis de sa carrière. Elle vient d'enchaîner tout simplement 2 ITF de 25 000 $ de suite, un en Italie et un autre à Montpellier. Émilie, ce circuit inférieur, il est quand même très très important. C'est soit pour se lancer, soit pour se relancer. Ou pour non, pas pour couler, mais là en l'occurrence c'est pour se lancer pour Fiona Ferro qui est aux portes du top 100. Qu'est-ce qui lui manque maintenant pour franchir ce cap? Il lui manque, j'allais dire un peu plus de régularité, mais quelque part, elle vient de gagner 25 000. Si elle est proche du top 100, c'est que la régularité et le niveau de jeu n'étaient pas à la hauteur auparavant. Là, je l'ai vu jouer à Roland-Garros et franchement, elle a énormément progressé. C'est une joueuse, moi j'aime bien parce que c'est des joueuses qui jouent du fond, type un peu espagnol. Et elle a besoin d'un petit peu de relâchement, je trouve, dans son jeu. Une joueuse un petit peu tendue, la balle ne sortait pas forcément très bien de la raquette. On sent qu'elle a eu ce déclic. Voilà, c'est une joueuse qui apparemment travaille énormément. Et elle a gagné en confiance et forcément, elle a une qualité de jeu qui est meilleure, une qualité de balle qui est meilleure. Physiquement, franchement, elle est très solide. Aux portes du top 100, c'est une joueuse qui peut s'installer dans les 100. Jusqu'où peut-elle aller? Ça, je n'ai pas cette boule de cristal. Mais en tout cas, elle peut s'y installer longuement. L'avenir nous le dira. On lui souhaite évidemment le meilleur à Fiona Ferro. On parle des jeunes maintenant. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Cela nous amène tout naturellement à notre premier reportage, on en parlait tout à l'heure. Il concerne donc la relève tricolore. Nous sommes allés la voir, cette fameuse relève, du côté de Rueil-Malmaison, où se sont déroulés donc les championnats de France des 11-12 ans. Et vous allez le voir, ces jeunes, ils savent déjà bien, très très bien où ils veulent aller. C'est un événement un peu particulier dans l'année, les championnats de France. C'est vécu à la fois par les structures d'entraînement, par les familles et par les athlètes de façon un petit peu différente d'autres moments. Sur cette compétition, on a à la fois les joueurs, les familles et les structures d'entraînement qui sont présentes. Donc on parle de leur quotidien et on profite de ce qu'on observe sur les matchs pour évaluer le niveau de progression, de fixer de nouveaux objectifs et voir un petit peu plus pour le futur. Je m'appelle Léo Cohen-Bakri, j'ai 12 ans et je suis 5-6 en France et je fais du tennis. Ce championnat, il est un petit peu particulier pour lui. Il se déroule dans son club. C'est une petite pression supplémentaire. Maintenant, il a pour lui l'avantage d'avoir très bien joué ces dernières semaines en ayant gagné 2 tournois. Ça fait bizarre d'être tête de série numéro 1. Il faut se méfier de tous les joueurs parce que là, tous les joueurs sont forts et tous les joueurs ont envie de gagner tête de série, donc c'est très compliqué. Lui est animé par le tennis. L'idée, c'est de pouvoir continuer à le développer pour pouvoir performer à l'international afin de peut-être pouvoir jouer au plus haut niveau. C'est intéressant de voir la réaction mentale de nos meilleurs dans ce genre d'épreuve qui n'est pas facile pour eux. Être capable de gagner des titres à 12 ans, c'est important parce que c'est quelque chose, une façon d'appréhender, un développement mental qui est important, d'apprendre à aller au bout des tournois et d'être capable de le faire jeune. C'est mon premier championnat de France. Je m'entraîne en club. Au début, je faisais ça juste pour l'amusement. Et après, on a commencé à avoir un projet plus solide. Shanice, c'est une jeune fille qui n'a que 11 ans, qui joue sur le circuit international européen en 12 depuis le début de la saison, qui performe à un niveau très intéressant, c'est-à-dire qu'elle gagne un tournoi, elle fait plusieurs finales. Cette année, elle s'est entraînée au sein du club du Biarritz Olympique. Ils ont assuré l'ensemble de l'entraînement tennis et physique de Shanice cette année, tous les suivis compétitions, et ils ont participé à la faire évoluer très positivement tout au long de l'année. Je crois qu'on a un maillage qui nous permet de ne pas passer à côté. On ne passe pas à côté de joueurs en France. L'objectif est de jouer à l'international. Maintenant, il faut qu'on arrive à monter un petit peu les curseurs de niveau. Nous avons un petit peu de retard en termes de niveau dans ce domaine. Les gens participent. On observe évidemment tout ce qui va concerner la combativité, la détermination. Et puis un mot qui est devenu un petit peu banal, c'est l'envie tout simplement. Alors
sachez que chez les filles, donc, la victoire est revenue à la favorite, Shanice Roignot, qui a fait respecter son statut de tête de série numéro 1 en dominant Sarah Iliev 6-2, 6-2 pour s'offrir son premier titre de championne de France. Et puis chez les garçons, lui aussi favori, Léo Cohen-Bakri a dompté la tension pour s'imposer 7-5, 6-2 face à son copain et coéquipier en équipe de France, Michael Kouamé. Chez les 13-14 ans, pour être tout à fait complet, eh bien, du côté des filles, le titre est revenu à Océane Babel, victorieuse en 2-7 également de Laila Petretic. Et puis chez les garçons, Lucas Van Hache s'est imposé en 2 manches face à son copain Sean Kuenin. Allez, on parle beach tennis maintenant, avec nos 2 meilleurs représentants tricolores. Théo, Mathilde. Donc Théo, vous êtes sur le toit de l'Europe, je le disais tout à l'heure, champion d'Europe en double messieurs. Mathilde, vous avez échoué au pied du podium. Racontez-nous un petit peu tous les deux, déjà cette magnifique aventure. Vous débarquez tout juste de l'avion, vous revenez de Lettonie. Quelle performance, dominer les Italiens qui avaient remporté jusqu'à présent tous les titres de champion d'Europe. C'est une vraie perf. Oui, c'est vrai, on est la première équipe non italienne à avoir ce titre de champion d'Europe. Donc ouais, c'est déjà une grande fierté pour Mathieu et moi et puis pour le beach tennis français en général. Donc on revient ici sans trop réaliser au départ ce qu'on vient de faire et au final, en voyant tous les messages et tout le soutien derrière, on commence à réaliser. C'est vrai que c'est... Regardez cette photo. Ouais, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on a fait et on est vraiment très fiers du niveau de jeu qu'on a eu sur cette compétition. Mathilde, quel sentiment quelques jours après ce voyage en Lettonie? Alors, on est très fiers effectivement de notre équipe garçon. C'est un exploit et c'est historique dans l'histoire du beach tennis français. Voilà. D'autant plus que l'équipe de France termine 2e au classement général des nations. Donc c'est quand même très positif pour le beach. Émilie, vous avez une question, je crois, pour nos 2 beachers. Vous avez commencé au tennis et pourquoi vous êtes mis au beach? Comment c'est venu? Alors effectivement, j'ai suivi tout le cursus tennis, Pôle France, puis après les compétitions internationales. J'ai été 0 à 15 ans. Ouais. Oui. Moi, pas énorme, 15 ans à 16 ans. Donc, voilà. D'accord. Et vous avez donc bifurqué sur le beach tennis? Alors, ça s'est pas fait tout de suite. Après, j'ai été quand même assez sérieuse dans mes études. Et je trouve que pour se lancer dans une carrière de tennis, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande du talent, certes, mais surtout des sacrifices, un mental d'acier. Et on a estimé à ce moment que voilà, c'était beaucoup trop exigeant pour ce qu'il fallait entreprendre. Donc du coup, j'ai continué le tennis, mais de manière plus vraiment en compétition. Ouais. Ça restait de la compétition, mais pas du haut niveau dans ma catégorie. Et puis à l'âge de 22-23 ans, on m'a fait découvrir le beach tennis. Et dès le premier match, j'ai vraiment accroché et je suis rentrée dans le processus et depuis ce moment, je n'ai pas lâché l'affaire. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le beach tennis, c'est du tennis sur le sable. Il y a quelques petites règles qui diffèrent. Vous pouvez nous expliquer? Déjà, il y a la raquette qui n'est pas la même. Ouais, donc les règles, ça va être déjà, on joue sur un terrain de 8 mètres sur 16 mètres, donc ça c'est la même dimension qu'un terrain de beach volley. Après le filet, bien évidemment, il va être plus haut que le tennis, donc on joue sur un filet de 1,70 m. Les raquettes sont des raquettes qui ne sont pas totalement pleines. On joue avec quelques trous pour justement la fluidité dans l'air. Des raquettes d'environ 50 cm avec des matériaux qui sont le carbone et Kevlar. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Des balles semi-molles, donc balles de mini-tennis, là, orange et rouge, pour limiter la vitesse du jeu, même si c'est déjà beaucoup trop élevé et qu'on aimerait bien déjà changer ce genre de balles pour passer sur des balles encore plus molles, plus grosses, pour que ce soit aussi plus attractif pour la télévision d'ailleurs. Et oui, à ça, je vais rajouter que c'est une activité sans rebond. Donc on joue tout de volley. Et c'est très physique. Voilà, c'est assez physique puisque les déplacements s'effectuent dans le sable. Et la pratique de référence, c'est le double. Donc, il n'y a pas de simple. Voilà, donc on est en affrontement avec des adversaires, mais on est surtout en coopération avec un partenaire. Donc l'objectif, c'est de priver de temps, mais en anticipant et en coopérant avec son partenaire. Alors si j'ai envie de jouer, si Émilie, Émilie, elle a fait les championnats de France, les premiers championnats de France à Calvi. Hein. Elle n'est pas allée très très loin, mais bon, elle les a fait. Si moi j'ai envie de jouer, je me suis dit ça va être la fin du beach tennis. Si j'ai envie de jouer au beach tennis cet été, où est-ce que je vais?
Il y aura 2 terrains de découverte à Châtelaillon-Plage durant les championnats de France du 23 au 25 août. Donc n'hésitez pas à venir essayer la pratique durant ces championnats de France. Après, sinon, un peu partout en France, il y a des clubs, des structures avec des terrains, comme par exemple à Bordeaux, où je m'entraîne, au club de tennis des Coqs Rouges. Et sinon, très souvent aussi, il y a des terrains qui sont organisés de manière officieuse. On peut y jouer. Mais comme dit Théo, certains clubs ont fait le parti de créer des structures de beach tennis pour offrir une offre plus élargie à leurs adhérents. Émilie, si je vous dis Montpellier 10 février 2018, ça vous évoque quoi? Le dernier match de Jo-Wilfried Tsonga. Bien, c'était à Montpellier, donc demi-finale, où il a malheureusement abandonné face à Lucas Pouille après avoir obtenu balle de match, abandon sur blessure. Une année noire pour l'ex-leader du tennis tricolore, redescendu au-delà de la 60e place mondiale. Nous avons voulu prendre de ses nouvelles et Frédéric Verdier est allé lui rendre une petite visite à son domicile suisse. Entretien exclusif dans la campagne suisse avec Jo-Wilfried Tsonga. Bonjour Jo, merci vraiment de nous accueillir ici, chez vous dans votre havre de paix, que vous fréquentez pas toujours suffisamment, hein, j'imagine, quand vous êtes en tournoi, et puis dans les années où ça joue, et ça joue souvent beaucoup. Vous êtes souvent ici? Ces derniers temps, beaucoup, oui. C'est vrai que je préférais être à Wimbledon à l'heure qu'il est, mais je suis ici et puis j'y passe aussi du très bon temps. C'est un endroit très calme où je viens me reposer entre les tournois. Et si nous vous montriez maintenant votre salle de gym, tiens, la salle de gym, là où l'endroit des souffrances. D'accord, alors on passe par où? C'est là que vous transpirez et que vous travaillez. Oui, c'est là entre ces machines que je transpire pour essayer de continuer à progresser et être un meilleur joueur de tennis. On rappelle, vous avez eu une fissure du ménisque, oui. Vous avez été opéré, oui. Après vous avez repris peut-être un peu tôt, ce qui se comprend. Un peu fort surtout. Un peu fort. Est-ce que maintenant vous avez une ambition de retour précise en termes de date? J'aimerais bien revenir pour la fin de l'été, donc l'US Open, ce serait top. Et revenir direct l'US Open ou essayer de faire un tournoi, être capable de faire un tournoi avant? Non, éventuellement de faire un tournoi avant. En tout cas, j'essaye de me donner les moyens pour arriver à rejouer le plus vite possible. Et quand on est loin des cours, on réalise quand même que c'est notre vie et qu'on serait heureux de pouvoir revenir sur le terrain. Jo, est-ce que une forme de confiance en soi, de fierté, d'ambition, est-ce que c'est bien pour quelqu'un qui ambitionne d'être un champion? Ouais, je crois que c'est la définition même du sportif de haut niveau et du champion. Je pense qu'il faut justement se faire confiance. Je crois que si Rafa avait voulu jouer comme Roger, il n'aurait pas été aussi bon. Donc il est allé dans son créneau à lui, qui était évidemment différent d'un Roger Federer ou d'autres joueurs. Je crois que chaque joueur développe sa propre personnalité et l'important justement c'est de développer sa personnalité au maximum. On est dans un sport individuel, il faut savoir s'imposer et pour s'imposer il faut avoir confiance en soi. Moi j'ai encore l'impression que je suis au niveau. Si je ne suis pas blessé, je gagne beaucoup et c'est ça qui me fait continuer. C'est que je me dis mais si à un moment donné ça me laisse tranquille, une année, je vais certainement gagner. Juste une année. Laissez-moi une saison pleine, quoi. Ça peut gagner, J'ai toujours cherché à faire évoluer mon jeu, toujours. Et je pense que c'est pour ça aussi que je dure dans le temps aussi. Tout simplement parce que je m'adapte, parce que le niveau progresse, on progresse tous. Les meilleurs progressent, tout le monde progresse. Et donc pour rester dans le wagon, il faut évoluer.
sport individuel quand même essentiellement, le tennis. Et puis il y a ces petites parenthèses, souvent enchantées, c'est la Coupe Davis. Ouais, mais je crois que la force du groupe, c'est quelque chose, mais même dans le sport individuel, parce que son groupe, on se le construit soi-même. On a toute une petite équipe autour de nous. C'est vrai que quand on voyage, on a souvent son équipe, un peu sa famille. Quand on voyage, voilà, c'est cette petite équipe-là qui fait foi qui fait foi, oui, d'équipe. Donc voilà, et je pense que quand on est en équipe de France, quand on est en... Voilà, ce qui fait foi, c'est le groupe, quoi, parce qu'un groupe, c'est extraordinaire. Pour Joe, tout le monde fait yeah, yeah. Yeah, yeah. L'énergie, on la prend dans le groupe. Même dans un sport individuel comme le tennis, moi, l'énergie, je le prends chez mon entraîneur, chez mon ostéo, chez ma chérie, chez mon petit. Voilà, la force, on la prend à ces endroits-là. Et quand on est en groupe, comme ça, en équipe de France, c'est pareil. Vous allez vivre aussi un moment exceptionnel dans pas longtemps, à la fin du mois, en personnel, puisque vous allez vous marier avec Noura. Oui, je vais me marier cet été et ça c'est top. On est ravis. J'espère qu'elle va dire oui. Elle n'a pas encore dit oui, donc il faut vous tenir à carreau d'ici la fin du mois, c'est ça? Ouais, donc là je fais la vaisselle tous les jours, je fais un peu à manger, j'amène le petit déjeuner au lit, je fais tout ça. Ah oui, vous faites illusion quoi. Je fais illusion. Et puis dès le mois d'août, vous reprendrez les mauvaises habitudes. C'est ça. Vous prendrez votre valise, votre sac et puis vous irez en tournoi. Et puis je vais aller jouer au tennis. Voilà, et vous ferez de temps en temps un peu de FaceTime pour faire croire que vous êtes impliqué. Exactement. C'est pas très beau tout ça. Merci beaucoup en tout cas de votre gentillesse et de votre disponibilité. Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Théo, Mathilde, le large sourire de Jo-Wilfried Tsonga, il manque au tennis français sur les cours depuis février. Ah, c'est sûr, hein. Il fait partie de l'histoire du tennis français. Mais c'est un personnage vraiment intéressant. Et ce qu'il dit, ça l'est aussi, ça me fait penser à une image des racines et des ailes. Effectivement, les racines qu'il a avec ses proches, à se ressourcer, l'équipe qui l'entoure, vont lui permettre à un moment donné de retrouver ses ailes et d'exprimer tout son potentiel. Et comme il le dit, effectivement, un grand champion, il sait se remettre en question, il sait tirer les leçons de ses échecs, de ses victoires pour pouvoir rebondir et toujours aller chercher plus haut, toujours être plus fort. Voilà. Théo, je sais que vous habitez désormais en métropole. Vous serez où le 14 et 15-16 septembre prochain? Vous serez à Bordeaux ou vous allez faire un petit tour du côté de Lille pour la demi-finale de Coupe Davis? Je sais pas, peut-être si la FFT m'offre une invitation, pourquoi pas. En tout cas, si vous n'avez pas vos billets, vous pouvez vous les procurer, vos billets, sur la page Facebook de la Fédération française de tennis ou sur le site du stade Pierre-Mauroy. Les demi-finales France-Espagne 14, 15 et 16 septembre prochain. Tennis, l'émission, épisode numéro 6 touche à sa fin. Théo, Mathilde, merci d'être venu. Merci à vous. Félicitations, bravo donc pour cette magnifique médaille d'or le même jour que la finale de la Coupe du Monde de football. Vous vous en souviendrez toute votre vie. Bravo aussi pour votre carrière, Mathilde, parce que vous êtes multiple championne de France en compagnie de votre sœur jumelle. Bravo pour cette belle carrière. On rappelle les rendez-vous beach tennis, championnat du monde à Cervia en Italie, puis à Moscou et championnat du monde par équipe début août et les championnats de France qui se dérouleront les 23, 24 et 25 août prochains du côté de Châtillon-Plage. C'est au sud de La Rochelle. Merci Émilie, bel été. Merci Olivier, de même. Et puis profitez-en pour vous perfectionner en beach tennis, on en reparlera à la rentrée. Je m'attendais. Merci à toutes les équipes autour de Fred Accorsi et de Alex Juillard. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances. Profitez-en pour jouer au tennis et au beach tennis. Et n'oubliez pas de suivre toutes les infos de la Fédération française de tennis sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Et nous, on se retrouve à la rentrée en septembre. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.